Lundi 5 février 2024, retour sur les événements du week-end et notamment la belle victoire de Nassourdine Imavov. On a Dricus du Plessis qui privilégie un événement en Afrique du Sud plutôt qu'à l'UFC 300 et des nouvelles de Dominique Reyes qui vient de passer par une phase de sa vie pas forcément très simple. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et honneur à Nassourdine Imavov, j'ai beaucoup aimé son combat, il a vraiment capitalisé quand il était debout, on l'a vu dès le début, Dolidze voulait venir l'accrocher, le coller à la cage, pourrir le combat un peu, et dès qu'il en a eu l'occasion, il a touché son bras arrière en ligne, c'est souple, c'est délié, ça touche en bout de course, j'aime beaucoup. Il a capitalisé là-dessus, j'ai cru que Dolidze n'allait pas voir le deuxième round, et pourtant il a bien survécu. Alors à la fin du premier round, forcément, il avait la tête à l'envers, et Imavov l'a dit, je suis content d'avoir renoué avec la victoire, mais je suis aussi content de ne pas avoir fini au premier round. J'ai été chercher de l'expérience sur 5 rounds, et c'est très important, je suis d'accord avec lui. Il a aussi remercié Dolidze forcément de ne pas avoir abandonné suite au kick, je le rappelle, les 3 points d'appui au sol, ça a encore posé problème, espérons que cette règle change très vite. Il le dit, il aurait pu abandonner suite au kick, il l'a pas fait, je le remercie. On lui a demandé s'il voulait prendre Chris Curtis pour la suite, il a dit non. Suite à notre dernier combat qui s'était arrêté sur un coup de tête, ça aurait été dur là, vous imaginez, dernier combat d'Imavov, ça s'arrête sur un coup de tête, bon voilà, pas volontaire, le combat s'arrête, là ça aurait pu s'arrêter sur un coup de pied qui était volontaire, du coup ça aurait été compliqué pour la suite, mentalement ça aurait été très dur, mais voilà, il dit, Curtis, on lui a proposé de faire la revanche, il a dit non, maintenant c'est terminé, moi je suis devant lui au classement, je viens de battre Dolidze, je vais pas faire un pas en arrière en allant l'affronter. Il a aussi parlé de son changement de team qui lui a fait beaucoup de bien. Il avait besoin de changement, il avait besoin de personnaliser son entraînement. Alors est-ce que MMA Factory c'était devenu un combattant parmi tant d'autres? Peut-être, et puis là il le dit, je sens que j'ai une équipe autour de moi, ça fait beaucoup de bien. Vous avez vu le chemin parcouru en 2 mois, imaginez le chemin parcouru dans 1 an. Et ça c'est vrai, j'ai vraiment hâte de voir la suite pour lui. Concernant un possible main event à Paris, forcément il ne dirait pas non, mais il est bien conscient qu'il y a d'autres Français qui montent, et ça lui fait très plaisir. Alors il se voit bien co-main event, ou même juste sur la carte combattre à Paris, c'est quelque chose qu'il veut. Donc écoutez, souhaitons-lui le meilleur. Moi j'ai beaucoup aimé son combat, surtout de toucher dans le premier round, ça a fait beaucoup de bien. On a senti Dolidze était touché, il était diminué après. Alors bien sûr, le cardio a baissé chez les deux ensuite, mais c'est une belle performance. Dolidze, c'était pas facile, il a été le chercher, et c'est un très beau nom accroché au tableau de chasse. Dans le co-main event, on a eu Renato Moicano qui a battu Drew Dober, donc retour réussi pour Moicano, il avait eu 1 an d'absence. Maintenant, je trouve personnellement, ok, il a gagné, mais c'est pas la performance la plus convaincante. Alors est-ce que l'année d'absence a joué? La performance qu'il a fait là, honnêtement, je le vois pas casser le top 5 de la catégorie avec ça, parce que Drew Dober au sol, excusez-moi, c'est pas génial, il a pas fait grand chose Moicano à vrai dire, il a pris la demi-garde, il était confortable dans la demi-garde, ça va, c'était Drew Dober en face, alors il s'est quand même fait toucher, le menton est là, parce qu'il en prend une au début, et il a été très intelligent, il n'est pas resté debout, il n'a pas boxé à l'ego, il a été chercher le sol, quand il a vu qu'il était meilleur au sol, il a toujours essayé de ramener au sol, mais il y a un moment dans le deuxième round, peut-être qu'il s'est écroulé physiquement, je sais pas, mais il est passé pas loin de se faire punir, et j'aurais été content pour Drew Dober, parce qu'après avoir touché, avoir été durement dominé, revenir, c'est très très dur à la fois physiquement et mentalement, ça aurait été beau. Maintenant voilà, Drew Dober c'est trop limité au sol, franchement, il est bon debout, il peut mettre n'importe qui KO, il est explosif, mais tu vois, le sol, c'est beaucoup trop limité. Et son pied-point, son striking n'est pas assez bon pour combler ces lacunes-là. Donc Drew Dober, à mon avis, ça va continuer à tourner autour du top 15, rentrer dans le top 15, sortir du top 15. Et Moicano, je le vois bien autour du top 10. Après, il peut me surprendre. Il peut se réinventer encore. Il était peut-être pas très en jambes ce soir-là. Mais une victoire, et puis surtout le speech d'après-combat, pour ceux qui n'ont pas entendu, il a expliqué que son père à 62 ou 65 ans venait de devenir papa, et que lui, donc quand il allait rentrer chez lui, il allait mettre sa femme enceinte, c'était très marrant. Il explique aussi qu'il allait bientôt devenir citoyen américain, il lui reste 2 ans je crois, il est très fier de ça, il dit qu'il veut faire partie du SWAT, il veut aider le pays à grandir, etc. Bon, c'était du grand Renato Moicano, c'était plutôt drôle. Et Drew Dober qui a tweeté ensuite au combat, il a dit voilà, c'est pas ce que je voulais, on est dans un jeu qui se joue à des détails, et Renato Moicano a été le meilleur ce soir, félicitations à lui, à sa team, j'ai pas honte de ce que j'ai fait, j'ai donné tout ce que j'avais, etc., etc. Bah c'est vrai, Dober, j'ai l'impression qu'il a fait ce qu'il devait faire, mais il est juste trop limité, voilà, il est juste trop limité, il s'est retrouvé sur le dos, il y a parfois où il était au corps à corps, il aurait peut-être pu sortir, retrouver sa distance de striking, parfois il l'a pas fait, parfois il l'a fait, voilà, il y a eu des erreurs. Donc lui, je pense que là on sait Drew Dober, on sait où il se tient, voilà, on sait, ça va être du top 15, entrée-sortie. Moicano, il peut aller un petit peu plus haut, mais moi, très sincèrement, j'ai l'impression que c'est un peu trop limité pour aller beaucoup plus haut chez Moicano.
On a aussi eu cette soirée-là le très beau KO de Brown, franchement magnifique. Alors pourtant au début il se faisait casser la distance, pourtant lui c'était le gars qui avait le plus d'allonge. Et il laissait son adversaire, la Salikov, rentrer. Même les commentateurs le disent, ah c'est bizarre, il se sert pas de son allonge. Et d'un seul coup, il nous sort un enchaînement jab, bras arrière. Alors un bras arrière un peu à la Imavov, mais là ça a touché, ça a fait KO. C'était magnifique, j'ai adoré. Il a dit qu'il était prêt pour une guerre, il pensait que ça durerait plus longtemps que ça, mais forcément il crache pas là-dessus. Et ensuite, il aimerait affronter Michael Chiesa, quelqu'un pour qui il a beaucoup de respect, quelqu'un qu'il a beaucoup vu combattre. Il dit, ouais, quand j'étais jeune, je le voyais combattre. Il n'est pas très actif, peut-être que c'est le moment de combattre contre moi, je le respecte beaucoup. Et puis, je me verrais bien être top 10 à la fin de l'année. Bah écoutez, Brown, pourquoi pas, combattant qu'on aime bien. Le KO était magnifique, il aurait eu sa ceinture noire de JJB juste après le combat. Alors c'est vrai que même lui n'a pas trop compris, il dit ouais j'ai gagné par KO, on me donne une ceinture noire de JJB, pourquoi pas. Bon, après forcément c'est l'aboutissement d'années et d'années de travail. Dans le tout premier combat de la main card, j'ai beaucoup aimé la pression de Radke. Alors Radke, je sais pas trop comment on dit, mais vraiment lui il a dit que c'était son premier camp d'entraînement complet, que la vie avait toujours fait qu'à chaque fois il y avait des problèmes, il avait jamais de camp d'entraînement complet. Là il dit j'étais prêt pour tout, s'il voulait boxer je l'aurais emmené au sol, s'il voulait m'amener au sol je l'aurais boxé. Mais moi vraiment ce que j'ai adoré, c'est qu'on avait l'impression vraiment d'avoir un chasseur et sa proie. T'avais Radke qui avançait, l'autre qui reculait, qui essayait de garder la face, mais tu sentais, ça sentait la poudre. Alors, il aurait pu se faire contrer un moment, hein. Mais vraiment, le body language, comme on dit, le langage du corps, t'avais l'impression que l'autre commençait vraiment à plus savoir trop quoi faire, et lui, il avançait, et puis à un moment, ça a concrétisé. Alors, il a dit qu'il voulait ses 50 000. C'est une personnalité très particulière, lui, un Radke. Il avait déjà fait parler de lui, c'était à son dernier combat, il a vu des propos apparemment un peu limite dans la cage, enfin jugé un peu limite. Je me souviens plus de ce qu'il avait dit, pour être honnête. Mais là, en conférence de presse, ça a duré 2 minutes 50. Il a dit qu'il était pressé, qu'il voulait aller manger une pizza. Enfin, vraiment, je pense qu'il essaye de jouer un personnage, pensant que ça va lui amener peut-être un peu de notoriété, etc. Mais je suis pas sûr qu'il soit sur la bonne voie. Écoutez, on a fait le tour de l'UFC du week-end, j'ai envie de vous dire. On fait un petit crochet par la minute box et on revient au MMA un peu plus tard. Et la minute box, forcément, avec l'information, Tyson Fury est blessé, son combat contre Usyk est décalé, il aura lieu le 18 mai maintenant. Il a pris un coup de coude à l'entraînement, il est ouvert à l'arcade, donc il ne pourra pas combattre. Alors c'est drôle, hein, parce que, enfin c'est drôle, peut-être pas pour eux, mais dans leur combat qui est maintenant prévu au 18 mai, si un des deux doit annuler ou repousser, il doit payer 10 millions de dollars à l'autre. Alors, je pense que là, les Saoudiens l'ont un peu en travers de la gorge, perdre un gros combat comme ça. Ils se sont dit là, ça y est, c'est terminé, maintenant on met une grosse clause dans le combat. C'est vrai que ça fait pas terrible, hein. La promo était sortie, la bande-annonce, etc. Et là, il se blesse. Après, vous me direz, ça fait partie du truc, hein. Là, l'ouverture qu'il a à l'arcade, on la voit, elle est très profonde, elle est très grosse. Je peux comprendre que les médecins ne le laissent pas combattre. Et Fury, hein, qui a dit, voilà, je suis désolé, j'étais dans la forme de ma vie, j'étais très bien, je me donnais beaucoup. Et là, finalement, bah voilà, je me blesse, c'est comme ça, je peux rien y faire. Je reviendrai plus fort. Et puis, je pense que quelques heures après seulement, on a su que le combat était prévu maintenant pour le 18 mai. Mais il y en a certains qui ont sauté sur l'occasion, hein, un peu à la manière de Philippe Ergovic qui dit, maintenant que Tyson Fury est out, est blessé, moi je suis prêt à y aller et à combattre Usyk. Forcément, il demande sa chance, il a pas tort. Et puis Francis Ngannou qui a tweeté, donc moi et Joshua pour le combat indisputé le 8 mars. Ils ont raison de tenter leur chance. Après, maintenant, la promo était lancée pour Usyk contre Fury. Donc le combat est prévu maintenant pour le 18. Espérons que rien n'arrive d'ici là. On retourne tout de suite au MMA avec Dricus du Plessis. Alors, justement, dans la minute auditeur, je vais en parler parce que un d'entre vous m'a demandé qui je voyais pour le main event de l'UFC 300. Moi, je verrais bien Adesanya contre du Plessis, mais du Plessis a dit que lui, ce qu'il voulait vraiment, c'était combattre Adesanya en Afrique du Sud et qu'il était prêt à attendre quelques mois pour ça. Alors je sais pas, est-ce qu'il est assez puissant aujourd'hui pour demander quelque chose à l'UFC? On sait que l'UFC veut aller en Afrique depuis un moment. Là, ils ont un champion sud-africain. En Afrique du Sud, tu te doutes bien qu'il y a quand même les infrastructures pour recevoir l'UFC, etc. Donc je sais pas trop ce que ça va donner pour lui. Il a la volonté de le faire. C'est vrai que c'est un risque, hein. S'il combat là à l'UFC 300, c'est un retour assez rapide quand même. Il a combattu en janvier, il combattra en avril. Il prend le risque de perdre la ceinture. Et s'il perd la ceinture, il n'y a plus aucun intérêt à aller faire un combat en Afrique du Sud. Il y a un auditeur, hein, la semaine dernière qui nous disait que Oki Bolaji allait combattre ce week-end. Il s'est repris ensuite, il me dit non, je me suis trompé, excuse-moi. C'est un jeune combattant belge, hein, pour ceux qui ne savent pas, il me l'a fait découvrir. Et il dit en fait c'est le week-end prochain, là, il combat le week-end prochain. Et justement, je suis tombé sur une photo de lui sur les réseaux sociaux avec Cody Garbrandt. Les deux ensemble à l'UFC Performance Institute. Et puis il remercie Cody Garbrandt pour les enseignements. Et j'ai choisi de parler de ça parce que c'est ça, tu vois un combattant qui arrive. À l'UFC, il n'a pas encore combattu là-bas, son premier combat, il arrive à l'UFC Performance Institute, il rencontre tous les gros noms, toutes les grosses têtes, ça doit vraiment être une expérience très particulière. On va arriver dans les annonces de combat. Caio Borraio va affronter Paul Craig à l'UFC Rio de Janeiro le 4 mai prochain. C'est l'occasion pour lui de confirmer, hein. Je crois que c'est pour là, s'il gagne, il fait 6-0 à l'UFC.
c'est l'occasion. Paul Craig, c'est pas n'importe qui en face, c'est un vétéran très bon au sol lui aussi. Si ça va au sol, on peut avoir un très très beau combat. Renato Moicano qui dit qu'il aimerait bien voir Drew Dober combattre Paddy Pimblett pour voir si Paddy Pimblett est vraiment si fort que ça. Il a utilisé le meilleur tough, donc c'est pas si fort, bon combattant, mais est-ce qu'il est dur au mal, quoi, c'est ça. Et ça peut être un très très beau combat entre les deux. On a Terence McKinney qui demande à affronter Grant Dawson, et Grant Dawson qui dit ok, j'accepte. Encore une fois, ça peut être un beau combat. Grant Dawson, son dernier combat, il a perdu contre Bobby Green. Moi, je pensais qu'il gagnerait. Bon, bah, il s'est fait toucher rapidement, malheureusement. Très très fort, Grant Dawson, j'aime beaucoup. Lui, par contre, je vois pourquoi pas aller assez loin dans la division. La carte de l'UFC pour le week-end prochain, c'est Hermansson contre Pfeiffer. Il y a de très beaux combats. On a aussi Danny Gay contre Philly. On a Michael Johnson qui est sur la carte. Enfin, il y a vraiment de très très belles choses. Donc, hâte de voir ça. Vous savez, Dominique Reyes, on ne l'a pas vu depuis un moment, surtout qu'il est sur une série pas terrible. Et sachez qu'il a été malade, il a eu des caillots de sang. Tout a commencé avec des douleurs dans le mollet. Alors il pensait que voilà, c'était un peu de surentraînement, une petite blessure. Et non, finalement, caillots de sang, il n'a pas pu se servir de ses jambes pendant plusieurs semaines. Il était alité. Il dit là, c'est toujours très dur, je commence à remarcher, mais je suis super faible, j'ai perdu beaucoup de muscles. Il dit pourtant, c'est dur parce qu'avant ça, j'étais dans une super forme, j'étais prêt à revenir. Je m'entraînais, j'étais bien. Et finalement, ça m'est tombé dessus comme ça. Et vous savez, il y a quelques mois ou quelques années, bon, il était dans le creux de la vague, Dominique Reyes, on le sait, depuis son combat contre John Jones qui s'était plutôt mal passé. Il était plutôt pas passé loin de faire l'exploit, et puis finalement, il avait perdu. Donc compliqué pour lui, et puis après ça, on s'est dit, allez, il va rebondir, il va revenir, il aura peut-être la ceinture un jour, il aura peut-être son rematch contre John Jones. Il n'en a rien été, il a enchaîné les performances très moyennes, pas mal de défaites. Donc il a été s'entraîner avec Alex Pereira et Glover Teixeira, et il explique qu'à ce moment-là, il voulait du changement. Il s'est dit qu'aller s'entraîner avec ces gars-là, ça allait ramener le bon vieux Dominique Cruz, il allait revenir dans sa série de victoires, etc. Et il dit finalement, je me suis rendu compte que quand t'es loin de chez toi, quand t'as pas tes coachs, les gens ne te connaissent pas, ton entraînement est moins cadré, tu t'entraînes un peu comme tu veux, tu vas aux entraînements que tu veux, etc. Et il dit du coup, j'aurais dû aller là-bas 1 ou 2 semaines, prendre ce qu'il y avait à prendre et rentrer chez moi. Là, je me suis entêté, je suis resté trop longtemps. Finalement, j'ai perdu du temps. Pourtant, Pereira et Teixeira ont beaucoup de choses à m'apprendre, mais c'était pas assez cadré. L'attention n'était pas tournée sur moi. J'étais un mec parmi d'autres. On en parlait avec Imavov tout à l'heure. Et du coup, il dit maintenant, je suis retourné chez moi. Je me rends compte que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mes coachs qui me connaissent. Ils savent ce que je dois bosser. J'ai toute une équipe autour de moi et ça va beaucoup mieux. Et forcément, il l'avoue, les 4 dernières années ont été très dures. Mais il n'est pas prêt à se retirer, il pense toujours être parmi l'élite. Et d'ailleurs, il rappelle qu'il a réussi à toucher très durement Jiri Prochazka pendant leur combat avant d'être touché. Mais vous voyez, Prochazka, je pense qu'il m'a sous-estimé un peu. Et j'ai rappelé à tout le monde pendant ce combat-là que je pouvais moi aussi mettre des KO. C'est pas faux, je lui donne raison. Maintenant, mauvaise série, ça fait plusieurs années que ça dure. Mentalement, ça doit pas être facile. Là, il lui arrive un pépin de santé, il va falloir revenir, il va pas falloir se tromper. Et à mon avis, ça va être assez dur. Cette fois c'est bon, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Pensez les gars à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Moi, ça me soutient, vous, ça vous coûte 0. Et on passe tout de suite à la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec Johan d'Autriche qui me dit en effet le combat avorté de Renan Barão au Ares, c'était bien au Ares 7 et c'était contre William Gomis. Donc écoutez, je m'étais pas trompé, il y en a un autre d'entre vous qui m'en a parlé, qui m'a confirmé la chose. Il y a Siko qui me dit petite question à cette allure, il va se passer quoi pour le main event de l'UFC 300, tu vois qui, etc. Donc justement j'en parlais tout à l'heure, moi je pense personnellement que ça va être le retour d'Adesanya. Donc je pense à Adesanya contre Dricus du Plessis. Et pourquoi pas, j'ai pensé là en parlant Adesanya contre Chimaev. Mais il n'y aurait pas de ceinture en jeu, donc c'est un peu bizarre. Mais ce serait un combat de fou. Franchement, je pense que ce serait un combat ultra vendeur, même si Chimaev, on le sait, il lui a été promis le combat pour le titre. Ensuite, il y a Vincente Mata qui me dit l'ascenseur émotionnel, Poirier a certainement voulu mettre la pression à l'UFC pour que ces derniers le payent à la hauteur de sa valeur. L'excuse de Dustin, je n'ai pas eu mon manager depuis des jours au téléphone, ben voyons mon colon. À ce niveau, avec les sommes et les contrats en jeu, c'est cela. Et tu me dis enfin le principal c'est que le combat se fasse. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre cette histoire, alors je vais en parler après, mais apparemment c'est une méthode utilisée par l'UFC pour négocier, ils annoncent ton combat en trombe, toi t'as pas encore signé, et puis bah ça te fait pousser un peu au cul pour que tu signes, et est-ce que lui il en a eu marre, parce que c'est un gros nom Dustin Poirier, donc il peut se permettre, mais il y a des mecs c'est pas des gros noms, c'est personne, donc bah ça marche peut-être un petit peu plus avec eux. Il y a Hitz qui me dit, plus il me dit appelle-moi Hitz, ce sera plus simple. Pour l'affaire Poirier, l'UFC est coutumier du fait. Gann a raconté avoir appris son combat contre John Jones sur une affiche à Vegas. En effet, je me rappelle de ça. Et Aldrich, le manager de Furo, a dit qu'il n'était même pas au courant quand ils ont fait l'annonce Furo contre Blankfield. La méthode Dana White. Bah ouais, tu vois, c'est une méthode un peu particulière. C'est regrettable pour les combattants. Maintenant, imagine là l'UFC 300 si Dana White annonce un mec qui est même pas au courant, ça peut faire du bruit.
Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Vous le savez, le lundi, on revient surtout sur l'actualité du week-end. On revient sur les combats. On parle un peu des combats. On parle un peu des conférences de presse. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain à 17 h. Salut!